Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Les premiers mois de vie de ma fille, de rentrer avec un nouveau-né et puis d'enchaîner les rendez-vous, etc. Il n'y avait personne pour la garder, donc je l'emmenais en rendez-vous. En fait, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est une vie de fou en fait que tu es en train de faire. Oui, c'est facile de rentrer à Paris, mais il y a un coût quand même en termes de fatigue, coût humain pour elle, pour moi. J'ai du coup commencé à faire de plus en plus à distance, donc que ce soit par téléphone, par visio, mais il y avait beaucoup de choses qui se passaient à Paris et j'étais un peu victime de FOMO, donc j'étais invitée à telle soirée, etc. Au début, je communiquais pas trop sur le fait que j'étais à Barcelone, donc les gens, comme ils m'avaient vu à Paris, je voulais pas trop qu'ils le sachent parce que j'avais l'impression que du coup, je serais moins conviée aux événements ou qu'on penserait moins à moi et que du coup, je serais loin des yeux, loin des cœurs, dans l'imaginaire des gens et que ils penseraient pas forcément à me solliciter pour un partenariat parce que je voyais ça un peu comme un handicap. Salut et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis vivre à l'étranger. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston sur la côte nord-est américaine et aujourd'hui nous prenons la direction de l'Espagne. Tomber sous le charme d'une ville pendant nos vacances, ça nous est presque tous arrivé. Mais suivre cette intuition et décider d'y refaire sa vie coûte que coûte, c'est un peu moins courant. Anne-Claire a un véritable coup de foudre pour la ville de Barcelone pendant un tour du monde en amoureux. À son retour à Paris, elle n'a qu'une idée en tête, y vivre. Quelques années plus tard, elle pose sa démission, charge le camion, développe une application de podcast et tombe enceinte de son premier enfant. Elle vit une nouvelle vie en Espagne et révolutionne son quotidien. Mais comment on fait quand on crée une entreprise en France tout en vivant à l'étranger ? Que l'on cache un peu finalement où on se trouve, de peur d'être effacé ou oublié. Comment s'intégrer dans sa terre d'accueil quand on est sans cesse tourné vers un autre pays ? Encore une occasion de se réinventer. Avant de vous laisser découvrir l'histoire d'Anne-Claire, je vous rappelle que je vous retrouve à la toute fin de cet épisode pour vous parler de la semaine prochaine. Allez ceinture, direction Barcelone, à la rencontre d'Anne-Claire Lecas. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Todo bien, frío. Súper frío y mucha lluvia. Pues un zumo, porfa, y un café largo para llevar cuando no tengo prisa, creo. Je m'appelle Anne-Claire Lecas, vous entendez ma voix depuis Barcelone. Je suis ici installée avec mon mari, ma petite fille et une deuxième petite fille à venir pendant quelques mois. J'ai grandi en banlieue parisienne, à Meudon, c'est dans le 92, les Hauts-de-Seine, et j'y ai vécu toute ma vie. Moi, j'ai eu très envie de partir, donc je suis allée à Lille faire mes études. Et ensuite, j'ai fait un petit tour à Barcelone, ce qui m'a donné envie de m'y installer plus tard quand je serai grande. Et voilà, je suis grande, donc maintenant j'y habite. Voilà près de 4 ans que Anne-Claire vit à Barcelone en Espagne. Qu'est-ce qui l'a poussée à venir s'y installer ? Anne-Claire nous raconte à quoi ressemblait sa vie avant de quitter la France. J'habitais Paris, 1er arrondissement, donc juste à côté des Halles. C'est vraiment le cœur de Paris, donc hyper urbain. Tous les matins, je prenais mon vélo rouge pour aller à mon boulot, qui était à Bastille, c'est dans le 11e arrondissement de Paris. Mon boulot, c'était d'être directrice de clientèle en agence de communication digitale. Donc, j'avais une équipe dont je m'occupais, avec qui je discutais au quotidien. Et des clients, je faisais des allers-retours à la Défense pour des réunions clients. Paris d'Est en Est tous les jours. Et puis quand je sortais du boulot, on prenait des verres de vin blanc dans un petit rad avec mes collègues. Et puis je reprenais mon vélo un peu moins droit et puis je rentrais à la maison.
Avoir un coup de cœur pour une ville de vacances, c'est un sentiment assez fréquent finalement chez les voyageurs. Alors qu'est-ce qui a poussé Anne-Claire à passer à l'action et à s'y installer quelques années plus tard ? En fait, il n'y avait pas plusieurs villes dans le monde où je m'imaginais habiter. Donc c'était en 2018, au moment où j'ai décidé de déménager de Paris pour Barcelone. Et quelques années auparavant, on avait fait un grand voyage autour du monde avec mon mec et on s'était dit, s'il y a une ville qui nous plaît, pourquoi pas y retourner pour y habiter plus tard. Et en fait, il y a eu quelques villes qui sont sorties du lot, Hanoï ou Mexico, ça nous plaisait bien. Mais il n'y en a aucune qui surpassait dans mon cœur Barcelone, où j'avais habité encore quelques années avant ce voyage, et qui, selon moi, concentrait tous les avantages ou tous les critères de la vie que j'avais envie de mener. Donc près de la mer, près de la montagne, au soleil, avec une ambiance qui est un peu plus détendue, un peu plus festive. Et donc, si on revient, saut de puce dans le temps en 2018. Donc, je suis hyper installée dans mon boulot. Franchement, j'adore mes collègues, j'adore mon boulot, etc. Mais voilà, c'était un petit peu la routine. Et j'avais quand même en tête de me dire, oublie pas ce que tu as envie de faire dans la vie. En fait, le voyage que j'avais fait m'avait donné un peu ce goût de tout plaquer et de faire des choses un peu folles, des choses dont j'avais rêvé. Ça m'avait donné une grande confiance dans ma capacité à faire les choses, à faire des choses dont je rêvais. Et donc, quand je regardais ma liste de rêves, il y avait habiter un jour à l'étranger. Et Barcelone restait la ville dans laquelle je me projetais le plus pour accomplir ce projet. Et à côté du coup de ça, il y avait aussi le fait d'être entrepreneuse et de lancer mon propre projet. Le salariat, ça me plaisait bien, j'étais vraiment heureuse dans mon boulot, mais j'avais toujours un peu un cadre avec lequel conjuguer, et j'étais à un moment de ma vie où j'avais aussi pas mal de choses à me prouver personnellement et professionnellement, et l'entrepreneuriat, ça me semblait être un terrain de jeu de ouf pour pouvoir me tester sur de la créativité, ma capacité à réaliser, à passer de l'idée jusqu'à la réalisation. Et donc du coup, j'ai un peu tout fait en même temps. Je me suis dit, profite de cette occasion de tout remettre les compteurs à zéro, quitter une ville. Cherche pas de boulot à Barcelone, c'est pas la peine, tu vas lancer ton projet entrepreneurial. J'avais un peu d'économie de côté, donc ça permettait aussi de rendre réaliste cette envie-là. Voilà. Finalement, alors qu'ils vivaient à Paris une vie plutôt confortable et stable, Anne-Claire et son compagnon s'installent à Barcelone en 2018. Déménager à l'étranger, rompre un CDI, lancer une entreprise, ça fait quand même beaucoup de changements en peu de temps. Il y en a un que j'ai pas mentionné qui est aussi de taille, c'est que dans la quinzaine où j'ai posé ma démission, je suis tombée enceinte aussi. Donc du coup, il y a eu tout en même temps. Et comment mon entourage l'a pris ? En fait, ça faisait un bout de temps que je l'ai bassiné avec Barcelone. Je suis un peu du type mono-obsessionnel, on va dire. Et Barcelone, depuis que 7 ans auparavant, j'y avais fait passer ces 6 mois de stage, ils le savaient que c'était ma ville, etc. Et aussi, du coup, par challenge personnel, j'avais commencé à prendre des cours d'espagnol parce que je suis première langue allemand. Je traîne derrière moi 12 ans d'allemand qui sont quelque part fantasmagoriques dans mon cerveau, mais j'arrive plus à trop capter ce que ça a pu laisser chez moi. Et du coup, j'ai commencé à prendre des cours d'espagnol en me disant, si un jour ça devient réalité, cette idée de partir à Barcelone, je mettais les petits plats dans les grands, quoi. Et donc du coup, je prenais des cours d'espagnol, j'en avais beaucoup parlé. Et je pense, ils étaient tous un petit peu étonnés, peut-être qu'on plaque tout, parce que vraiment on avait tout plaqué. Mais bon, mon énergie, mon enthousiasme devait tellement débordant qu'il n'y a personne qui a osé me contrarier ou me poser des questions ou des doutes. Voilà. Et puis comme on leur avait fait un peu la même quelques années auparavant, en disant oui, on quitte nos boulots et puis on part 10 mois faire un voyage autour du monde, c'était un bis repetita, on va dire. On a l'habitude, tous les 3-4 ans, il nous faut un petit jackpot et puis...
Immigrer en Europe, quand on est européen, ça simplifie grandement le projet de vie à l'étranger, du moins d'un point de vue administratif. Alors comment est-ce que Anne-Claire et sa famille se sont-ils préparés à cette nouvelle vie ? On a mis toutes les affaires dans un camion, et puis le camion nous a retrouvés 2 jours après, on croisait les doigts pour qu'il y ait tout, et bon, il y avait tout, et en termes de logement, on nous a pas demandé de papiers spécifiques. En fait, ce qu'il faut retenir, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut montrer que tu as de l'argent sur ton compte en banque. À partir de ce moment-là, ça va, en tant qu'Européen en tout cas. Après, ça a été, y a eu un peu tout un truc pour avoir la carte d'identité d'étranger. Donc c'est un numéro, comme en France, on a un numéro de sécurité sociale qui est un peu le sésame pour toutes les autres démarches que tu pourrais faire. En Espagne, c'est le NIE, on appelle ça, c'est le numéro d'identification d'étranger. Et il y a un peu un serpent qui se mord la queue pour pouvoir l'obtenir. Et donc là, on a un petit peu galéré parce que il faut montrer une assurance, un compte en banque et puis un autre truc. Mais sauf que en fait, ça fait une boucle et du coup, on a dû un peu enquêter pour trouver la faille. On l'a trouvé un moment et puis ça s'est débloqué. Mais ça n'a pas été non plus trop la galère, non. En fait, à partir du moment où j'ai dit je pose ma dème, il me fallait que je raconte un projet derrière. Donc j'aurais pas pu, peut-être qu'avec du recul j'aurais dû, être dans une phase un peu exploratoire, à tester des idées, etc. Non, là je me suis lancée bille en tête, mais c'est aussi un peu mon caractère. J'avais commencé à écouter des podcasts de manière compulsive et addictive. Et mon expérience en tant qu'auditrice m'avait un peu marquée, j'avais des frustrations, je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient mieux à faire. J'avais commencé un petit peu à enquêter sur le sujet et je m'étais dit j'ai l'impression que c'est quelque chose c'est un marché qui va grandir et donc je me vois bien me lancer dedans d'un point de vue entrepreneurial. J'ai pas fait des recherches de ouf, j'ai regardé ce qui se passait aux États-Unis, j'ai vu les chiffres, etc. Vraiment, j'y suis allée bien en tête. Un peu aussi parce que j'avais peur de me décourager avant de passer à l'action. Et donc, du coup, je me suis un petit peu auto-piégée en parlant vachement autour de moi, en mettant en place des choses, en mettant sur pied très vite un prototype, en faisant des maquettes, en contractant avec un développeur, etc. Et donc, du coup, là, j'ai lancé mon premier projet d'entrepreneuse qui est une application de recommandation de podcast en mobile. Pour la petite histoire, le jour où on mettait tous nos paquets là dans le camion de déménagement qui partait de Paris 1er pour aller à Barcelone, j'étais en train de publier sur les stores mon application. Donc entre le moment où j'ai posé ma dème, donc dans les 3 mois de préavis, j'avais lancé mon premier projet, quoi. Je travaillais tout le temps, j'étais vraiment dans cette euphorie de démarrage de projet. Medicina, este es mi 5e año. Ah, llevas ya 5 años. Entonces ya estás casi. Voilà donc Anne-Claire qui arrive à Barcelone avec famille et nouveau projet professionnel. L'application mobile dont elle nous parle s'appelle d'ailleurs Eco Podcast, EEKO Podcast, et je vous recommande d'y jeter un œil, elle existe toujours. Comment se passe la transition et les débuts de cette nouvelle vie qu'elle a tant rêvé ? On prend nos quartiers dans ce super appartement. L'avantage de Barcelone, c'est qu'on a une grande terrasse, on peut profiter du soleil. Et en fait, mon arrivée, elle se passe très simplement. On pose nos ordi dans le salon, dans la table qu'on venait d'installer, puis on commence à travailler. Après, comme on avait fait un peu les choses très vite, on avait énormément de mariages cet été-là. Et donc du coup, on a passé beaucoup de temps pendant l'été à faire des allers-retours en France. Donc j'étais un peu à Barcelone, mais j'étais quand même aussi pas mal dans ma vie d'avant, on va dire. On est même allé au Kazakhstan, pour te dire, cet été-là. Et donc du coup, on a fait pas mal d'allers-retours sur les premiers mois. Et puis j'étais enceinte aussi. Après, c'est les allers-retours sur tout l'été. Et bien, l'automne est arrivé. Je continue à travailler sur mon projet. Et toute mon énergie, en fait, s'est concentrée sur 2 choses. Le fait de continuer à développer mon application et le fait de comprendre où j'allais accoucher et comment. Parce que c'était aussi un des éléments, c'était comprendre comment le système de santé marchait,
J'avais pas forcément tous les papiers pour pouvoir avoir la sécurité. J'avais pas tous les papiers pour avoir la sécurité sociale ici, donc passer par un système privé, mais qui était un peu plus compliqué. Trouver les bons praticiens. J'ai changé d'hôpital à 4 jours d'accoucher, donc ça a été tout un peu un gros stress, et en même temps un peu ce stress de toute jeune entrepreneuse qui lance sa boîte, et du coup j'étais un peu une jambe de chaque côté, et je faisais le grand écart entre un peu ces deux choses qui commençaient, qui étaient vraiment de l'inconnu pour moi. La première grossesse a été assez fatigante, ouais. Une grossesse même carrément sportive. Ico Podcast est donc lancé. Il s'agit d'une application d'écoute et de recommandation de podcasts principalement français. Ce qui en résulte, c'est une future et jeune maman entrepreneur constamment tournée vers le pays qu'elle a quitté, là où elle lance son produit. Je lui ai demandé de me parler de cette période particulière. En effet, comment s'intégrer et se sentir chez soi dans sa nouvelle vie quand on est systématiquement replongé dans celle d'avant. Depuis que je suis arrivée ici, je suis un peu dans un balancement entre le désir de m'implanter dans cette ville, Barcelone, que j'aime beaucoup, mais des choix que j'ai faits qui se trouvent que je suis un petit peu hors sol. L'un des choix que j'ai fait, c'est de développer une application qui était à destination d'un public français, donc les podcasteurs que je contactais pour l'application, mais aussi les auditeurs. Tout le contenu est français, tous mes réseaux sociaux sont français, tout le contenu que je crée est français. Et donc du coup, pendant toute ma grossesse, et après même les 6 premiers mois de vie de ma fille, j'ai fait beaucoup d'allers-retours en France pour des rendez-vous. Donc à un moment, j'avais des rendez-vous avec des banques d'investissement, ou avec des partenaires, ou avec... Même parfois, je rentrais en France et puis je rencontrais plein de podcasteurs. D'un coup, je faisais un peu des marathons de rendez-vous avec ma nouveau-née. Et en fait, c'était trop. Après les premiers mois de vie de ma fille, de rentrer avec un nouveau-né et puis d'enchaîner les rendez-vous, etc. Il n'y avait personne pour la garder, donc je l'emmenais en rendez-vous. En fait, au bout d'un moment, je me suis dit... c'est une vie de fou, en fait, que tu es en train de faire. Oui, c'est facile de rentrer à Paris, mais s'il y a un coût, quand même, en termes de fatigue, coût humain, pour elle, pour moi. J'ai, du coup, commencé à faire de plus en plus à distance, donc que ce soit par téléphone, par visio. Mais il y avait beaucoup de choses qui se passaient à Paris, et il y avait j'étais un peu victime de FOMO. Donc, j'étais invitée à telle soirée, etc. Au début, je communiquais pas trop sur le fait que j'étais à Barcelone, donc les gens, comme ils m'avaient vu à Paris, je voulais pas trop qu'ils le sachent parce que j'avais l'impression que du coup, je serais moins conviée aux événements, ou qu'on penserait moins à moi, et que du coup, je serais loin des yeux, loin des cœurs, dans l'imaginaire des gens, et que ils penseraient pas forcément à me solliciter pour un partenariat parce que, je voyais ça un peu comme un handicap. Et au moment où j'ai fait mon pivot d'activité, parce qu'aujourd'hui, l'activité principale que je mène, c'est pas celle dont on parle depuis quelques minutes. C'est une activité d'accompagnement et de formation de podcasteurs indépendants. Une des raisons qui m'a motivée à faire ce pivot, c'est que tout pouvait se faire en ligne. Et ma situation géographique n'était plus du tout un handicap pour le type d'activité que je pouvais mener, puisque j'ai commencé à créer cette formation en ligne sous format e-learning. On était au moment du Covid où ça a explosé dans les usages. Ça m'a motivée, et à partir de ce moment-là, j'en ai même fait un petit peu un élément de différenciation pour un peu marquer les esprits. Il fait beau chez moi, oui, je suis à Barcelone, etc. Anne-Claire utilise le mot handicap pour décrire sa situation géographique comme un véritable frein au développement de son entreprise, du moins initialement. Avec le développement du digital nomadisme qui est en plein essor, en solo comme en famille, je trouve cette idée passionnante et quelque peu percutante. Alors j'ai demandé à Anne-Claire d'approfondir cette réflexion. C'était aussi une perception de ma part, mais aussi factuellement ça demande plus d'organisation. Il y a des fois où j'ai dû décliner des rendez-vous parce que je pouvais pas prendre un avion comme ça du jour au lendemain. Ça demande plus de logistique, etc. Mais ça a été un handicap à cause du choix initial que j'ai fait de dire que je commençais à lancer une boîte alors que j'étais pas encore implantée sur mon lieu géographique final.
Et aussi parce que à Barcelone, il n'y a pas un écosystème de podcasts francophones et puis même de podcasts hispanophones qui est très développé. J'avais un peu creusé la question, mais c'était pas non plus une option de me dire que j'allais me développer localement. Au 1 an de ma fille, j'ai fait un petit burn-out, je pense, de fatigue personnelle parce que jeune maman, plus entrepreneuse, où j'avais voulu mener tout de front et je m'étais un peu épuisée à courir dans tous les sens. Et aussi, cette première application que j'ai fait, ce premier projet, le business model était difficile à trouver. J'étais seule, j'avais mis beaucoup de fonds comme ça, donc je voyais pas trop en fait les perspectives que je pouvais avoir. Je me sentais vraiment seule, dans le sens où j'ai déménagé aussi avec mon projet, donc il y avait peut-être des personnes avec qui j'aurais pu m'associer à Paris, mais en déménageant, ça a rendu l'association compliquée. Et puis sur place, travaillant de chez moi, étant aussi du coup sur mon projet à fond, aussi enceinte puis jeune maman, j'ai eu moins de contact avec les gens, donc du coup j'ai pas non plus rencontré d'associés à ce moment-là. Donc au bout d'1 an, la fatigue de toutes parts et aussi les manques de perspective et à se dire en fait j'ai peut-être pas choisi le projet qui m'épanouissait le plus. J'ai décidé de revenir à mes premiers amours qui sont la communication, qui est ma carrière, en fait la carrière, mon métier, et de l'associer à cette thématique passion qui est le podcast. Et du coup sur un format avec lequel j'étais très à l'aise, qui était l'accompagnement conseil, puisque c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années et que je faisais aussi spontanément. Tu sais, quand je disais, je commençais à faire des coups de fil, des conf calls, etc. Je contactais des podcasteurs en disant « J'aime beaucoup ton podcast, mais je pense qu'il y a quelques petits trucs que tu pourrais mettre en place pour qu'il soit plus connu. » J'ai mis un peu tout ça en place en disant « Bon, maintenant, je suis pas heureuse, là. Je peux pas continuer comme ça. De quoi j'ai besoin ? J'ai besoin de plus travailler seule et j'ai besoin de gagner de l'argent. Donc, quels sont les moyens et qu'est-ce qui me fait plaisir ? Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Et tout ça mis en place, ça a fait que Ecofactory, ma nouvelle activité, a émergé, mais ça a mis un peu de temps parce que il y a aussi un enjeu de fierté, de renoncer à quelque chose dans lequel on s'est beaucoup investi, détricoter l'histoire qu'on s'est racontée aussi, et puis mettre en place les choses aussi. La première version de mon application est sortie en juin 2018. Et j'ai commencé à travailler sur la deuxième activité au printemps 2020. Donc tu vois, il y a 2 ans une année et demie, 2 ans qui s'était passé. Et si comme moi vous vous demandez, mais est-ce que tous ces changements, finalement très profonds, autant personnels que professionnels, ont été bénéfiques ? Est-ce que c'était les changements dont Anne-Claire avait besoin, ce qu'elle recherchait ? Eh bien écoutez la réponse, elle nous explique. Ouais, je suis super satisfaite de ces changements parce que j'ai beaucoup de contacts au quotidien. Certes, c'est encore un public qui est francophone, mais aujourd'hui, c'est pas franco-français. C'est-à-dire que il y a des personnes avec qui je parle qui sont en Belgique, toi t'es aux États-Unis, je pourrais avoir les mêmes contacts aussi avec des personnes qui sont basées en Espagne. Et en fait, le fait d'avoir tout équalisé, on va dire, sur une expérience digitale, et aussi le confinement a beaucoup aidé parce que du coup, les rapports professionnels se sont aussi beaucoup digitalisés. Et donc du coup, dans les faits et aussi, je pense, dans ma perception, ça fait que j'ai moins l'impression d'être une anomalie, on va dire. Et finalement, digitalement ou non, quand on a toujours les yeux rivés vers la France, professionnellement tout au moins, comment fait-on pour s'imprégner de la culture locale ? Pour s'intégrer, vraiment ? Dans French Expat, depuis 2019, on a longuement parlé de ce décalage qui s'installe entre ceux qui restent, en France par exemple, et de ceux qui partent vivre à l'étranger. Mais qu'en est-il de ceux qui vivent à l'étranger avec d'autres personnes qui y travaillent ? Qu'en est-il de ce décalage ? Anne-Claire nous explique. Ça a été aussi assez difficile pour moi. Il y a eu en fait un cumul de choses qui est mon activité professionnelle, le fait d'arriver enceinte, et en fait enceinte, en tout cas moi dans mon cas, j'étais dans l'installation, le fait que les lieux de sociabilité qui sont les bars ou les activités sportives, etc., tu les fais pas trop ou avec des personnes qui sont enceintes, mais
c'est pas exactement la même chose. Après, du coup, être jeune maman, donc du coup aussi, là, d'un point de vue, t'as une autre sociabilisation. Après, il y a eu le Covid, et après le Covid, je me suis dit, voilà, j'ai quand même beaucoup cumulé. Et aussi sur le fait que je travaille depuis chez moi, et en fait, avec mon mec. Et avec mon mec, on s'entend très bien comme des potes aussi, donc on peut passer tout notre temps ensemble. Et au bout d'un moment, c'était super, cette bulle dans laquelle on s'était créé. Mais au bout d'un moment, j'ai ressenti que ma vie sociale était un peu pauvre et j'avais envie de plus. Donc du coup, toute l'année 2021, c'était objectif se faire des potes, connaître plus de monde. Donc je me suis inscrite dans un coworking. Ça n'a pas été forcément quelque chose de gagnant parce que le coworking que j'ai choisi, il n'y avait pas trop de lieux de sociabilité, la machine à café, etc. Donc ça restait aussi très anonyme et très dans du passage. Les gens n'étaient pas régulièrement là du lundi au vendredi, ce qui fait que ça multiplie les occasions d'engager la conversation. Là, je vais reprendre des cours d'espagnol en collectif parce que ça va être des personnes qui sont dans la même perspective que moi. Je fais des ateliers créatifs, je me suis réinscrite à un cours de yoga, etc. Donc ça a pas mal permis de rencontrer d'autres personnes. Et aussi, le fait que ma fille soit rentrée à l'école, ça fait que du coup, on a intégré un nouveau cercle social. Et là, je sens que ça commence à un petit peu se débloquer. En fait, tu sais, au début, je te disais, j'ai toujours vécu à Meudon. Et en fait, j'ai des amis que je connais depuis que j'ai 2 ans. Et de 2 ans jusqu'à 21 ans, on s'est suivis. J'ai jamais eu besoin de me faire des amis. En école, c'était assez facile parce que y a les soirées, il y a des occasions comme des associations, des colocations, etc. où c'est facile. Et voilà, donc du coup, j'ai toujours eu un cercle social très resserré, très riche, beaucoup d'amis. Et là, en arrivant ici, j'ai découvert ce que ça faisait de devoir faire des efforts, se dire vers où je vais. Même en arrivant ici, j'étais un peu naïve ou un peu puriste, on va dire, en disant non, je vais pas fréquenter que des Français, donc je vais essayer de rencontrer des personnes qui sont locales. Mais en fait, les personnes locales, elles ont déjà leur tissu social, donc c'est pas forcément facile de les rencontrer. Et donc là, j'ai mis un peu de l'eau dans mon vin en disant, si je m'entends bien avec quelqu'un, je m'en fous de sa nationalité, bingo, on y va, on creuse, on voit si ça peut donner des choses, etc. Et en fait, les amitiés adultes, c'est pas exactement les mêmes choses qu'une amitié masse romaine, je veux dire, de quand on est plus jeune. Il y a un côté plus fusionnel, plus à 100%, plus radical quand on devient ami plus jeune. Alors que là, en fait, faut composer, il faut faire des compromis. Et c'est pas ce que ma personnalité me propose dans un premier temps, donc je dois aussi apprendre ça aussi. Se remettre dans cette perspective de créer des amitiés à nouveau, c'est quelque chose que je dois apprendre. Et comme d'habitude, c'est aussi par les relations de bureau que quand tu arrives quelque part, tu te fais un tissu social. Moi, dans mon cas, je travaille de chez moi, toute seule, donc je peux pas compter là-dessus. J'essaie de m'investir aussi pas mal dans l'école de ma fille, qui vient de commencer il y a quelques semaines, mois, où quand on demande qui veut aider pour ça, je lève souvent la main, parce que je me dis que c'est une manière de rencontrer des gens, donc continuer dans ces efforts-là. Et d'un point de vue professionnel, je vais continuer mon activité, très probablement mon activité avec EcoFactory d'accompagnement, mais peut-être plus maintenant que ça tourne à mi-temps, et essayer de voir si je peux pas intégrer une équipe sur l'autre moitié de mon emploi du temps pour vraiment avoir une équipe de chair et d'os avec qui je peux trinquer le matin à la machine à café. Donc ça, c'est l'étape d'après, c'est de vraiment déterminer un projet dans lequel je pourrais m'intégrer aussi professionnellement. Sachant que entre-temps, je vais prendre quelques mois de pause totale pour accueillir ma deuxième fille et puis être disponible pour la première, au cas où elle aurait des questions sur les SAV, quoi, et me reposer. Donc ça sera aussi l'occasion d'avoir plus de disponibilité et puis de pouvoir prendre autant de café que les gens voudront ou m'investir plus dans cette même envie de m'implanter localement avec mon mec. On en a pas mal parlé. Il y a une école française qui a un pâté de maison de chez nous
Mais on s'est dit, on a on se voit à long terme ici, et du coup, on préfère, en tout cas petite, la mettre dans une école publique parce que c'est une occasion de tisser des liens avec d'autres personnes. Et on a choisi cette école aussi parce qu'elle mettait beaucoup en avant dans la pédagogie, le projet pédagogique, la diversité sous toutes ses formes. Il y a 70 nationalités dans cette école publique, donc la diversité d'origine, mais aussi de modèle familial, etc. Et donc du coup, il y avait aussi cette ouverture qui faisait que on se projetait bien et on a eu raison. Il y a un pays en Europe dans lequel j'ai jamais mis les pieds, c'est l'Espagne. Que vous y soyez déjà allé ou non, je vous invite à fermer les yeux et à vous laisser guider par Anne-Claire dans les petites rues de Barcelone. Alors moi je suis dans un quartier de Barcelone qui s'appelle l'Eixample, qui est un peu le ventre de Barcelone. Il y a la partie mer où les rues sont très petites, un peu sombres, où les maisons sont très rapprochées. Il y a une partie aussi du port qui est un peu plus populaire historiquement que les autres quartiers. Et plus tu montes vers les montagnes, plus ça s'embourgeoise, on va dire. Moi je suis au milieu, dans l'Eixample. C'est comme à New York, c'est des rues qui sont croisées, c'est comme un échiquier. Et aussi, ça a été assez rigolo, la façon dont ça a été conçu architecturalement, c'est que du coup, ça fait un échiquier, mais les carrés sont vides au milieu. Donc on a là, moi, depuis ma terrasse, je peux voir une cour intérieure qui est commune à tous les immeubles qui font tout le tour du carré, on va dire. Et on appelle ça une manzana, une pomme. Les trottoirs sont très larges, donc du coup on a vraiment l'espace pour se promener. Il y a pas mal d'arbres là où je suis et beaucoup de parcs pour enfants, ce qui est vraiment bien pour les promenades du week-end. On va de parc en parc. Il y a aussi pas mal de petits cafés, donc il y a un peu la culture de la terrasse, la culture du café, donc on peut facilement s'arrêter. Et c'est vraiment réservé à toutes les tranches d'âge. Il y a des familles comme des personnes de 80 ans qui sont en train de se partager un petit café à toute heure du jour. Quand tu descends la grande rue qui est juste à côté de chez moi, tu arrives sur un arc de triomphe qui est tout en briques, qui est assez phénoménal, qui continue sur une rue où on croirait qu'on est à Miami avec plein de palmiers. Il y a souvent du soleil et le ciel est souvent bleu avec beaucoup de soleil, beaucoup de luminosité, donc c'est assez agréable. J'ai demandé à Anne-Claire si elle se souvenait de ce qui l'avait fait craquer il y a quelques années, quand elle avait visité et qu'elle avait vécu même quelques mois à Barcelone. Et j'ai voulu savoir si ce qui l'avait fait craquer lui plaisait toujours autant. Ouais, c'est le fait que les gens vivent dans la rue, mais de manière positive. Moi, je suis du nord, du coup, de la France, et il n'y a pas trop cette culture de la rue. Et ouais, j'aimais beaucoup. Et aussi le fait que ce soit une ville assez artistique. Il y a pas mal de street art, il y a pas mal de personnes qui font de la musique dans la rue, ou un côté un peu spontané. Ça m'avait bien fait craquer, ouais. Et un truc qui m'a fait craquer, c'est que ici les pigeons, c'est pas des pigeons, c'est des perruches vertes, madame. Donc effectivement, ça a plus de gueule, une perruche verte. Et donc du coup, on entend des hordes de perruches vertes qui ont un bruit assez significatif qui fait hi, on va dire. J'ai mis très mal, hein. Désolée pour toutes les perruches qui nous écouteront, mais j'ai fait ce que je pouvais. Et donc du coup, les entendre se batailler, etc. C'est un peu cliché ce que je dis, mais c'est un côté exotique. Ici, les pigeons, c'est pas des pigeons, c'est des perruches, quoi. J'aime bien le quartier de Gracia, où il y a pas mal de petites places, et souvent ombragées par des platanes, et il y a beaucoup de familles, beaucoup de gamins qui jouent au foot ou qui crayonnent avec des craies, et du coup tu te poses en terrasse, tu prends un petit jus d'orange pressé, et ça c'est très important, il y a des jus d'orange pressés toute l'année, c'est génial, et tu regardes la vie dans Gracia, c'est très chouette.
Il y a aussi le fait de louer un vélo et de se promener sur les bords de mer, pas s'arrêter à Barceloneta. Barceloneta, c'est la plage qui est vraiment dans la ville. Donc ça, c'est trop bien aussi. Tu peux aller à la plage à pied. Ça, c'était vraiment un truc de fou pour moi. Ou même en métro, ce qui est encore plus un anachronisme pour moi. Et donc pas s'arrêter à Barceloneta, mais continuer la piste cyclable pour aller jusqu'à Marbella, d'autres plages un peu plus éloignées, où le sable est un peu plus du sable et pas trop de la terre battue, si tu vois ce que je veux dire, mêlée avec des cigarettes, parce que bah oui, voilà. Et puis pourquoi pas monter sur Tibidabo, qui est la montagne qui jouxte une partie de Barcelone, et il y a une promenade qui s'appelle la Carretera de los Aguas. Je ne le prononce pas très bien, mais c'est une promenade qui fait tout le tour de la montagne, et on a une vue panoramique sur la ville, sur la mer, vraiment à perte de vue, et c'est vraiment très très chouette comme promenade. Et un autre truc aussi, c'est faire un tour de street art. Il y a plusieurs quartiers, il y a le Gothique, il y a le Born, et il y a aussi Poblenou, où on peut faire des tours de street art, et il y a vraiment des artistes qui sont très investis, qui font plein de choses, et c'est une manière différente de découvrir la ville. Nous avons beaucoup parlé d'expatriation, d'immigration et d'identité en général en tant que Français à l'étranger au cours des derniers mois. Alors j'ai demandé à Anne-Claire comment est-ce qu'elle s'identifiait aujourd'hui. Européenne, future espagnole, française en Espagne. Je me suis posé la question parce que forcément ma fille elle est née ici, et du coup elle peut avoir le passeport espagnol, et puis même si on continue notre projet de vie, elle vit encore 10 ans, 15 ans ici, et qu'un jour elle revient en France, elle sera une Française avec un accent immaculé, on va dire, mais elle n'aura pas toutes les références de tous les... Donc il y aura forcément un décalage, et même moi j'ai un peu un décalage qui se ressent, donc je suis plus tout à fait française, mais aujourd'hui, je tends à vouloir être une Barcelonaise d'adoption d'origine française, on va dire. Je me sens pas expat. J'ai un peu le cliché de l'expat qui est un peu dans un entre-soi ou entre expats, etc. Et j'ai pas forcément envie d'être que ça. Immigrée, aujourd'hui, j'ai eu aucune difficulté à m'installer ici, à avoir des papiers, etc. C'est l'heure de mes petites questions rituelles de fin d'épisode. Si t'étais pas partie il y a 3 ans, tu penses qu'elle ressemblerait à quoi ta vie aujourd'hui ? Franchement, vivre avec des enfants à Paris, je me sens pas trop... Je me projette pas. Je pense que je serais partie dans tous les cas, ouais. J'aurais pas survécu au confinement à Paris. Si tu pouvais te chuchoter un petit conseil à l'oreille à la Anne-Claire de 2018, ce serait quoi que tu te dirais ? Il y en a 2. Il y a fais les choses petit à petit. C'est bon, t'y es là, t'as posé tes valises, tu peux y aller petit à petit. Sur cette tendance que j'ai voulu de tout voir mener de front et tout vouloir faire rentrer là au forceps. Non, pas sortir au forceps, de faire rentrer au pied de biche, on va dire, tous les aspects de ma vie. Tu peux être patiente avec toi, tu t'es beaucoup déstabilisée, vas-y en douceur. Et deuxième, c'est prendre place dans un coworking dès le départ. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Anne-Claire Lecas pour sa disponibilité et la générosité de son partage. Bien entendu, je vous remercie également, vous qui nous avez écoutés jusqu'au bout, pour votre fidélité chaque semaine. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. Pour retrouver encore plus d'informations sur Anne-Claire, sur les projets dont elle nous a parlé, vous pouvez la suivre sur Instagram @ecofactory. EEKOFACTORY. Bon, et du coup, on part où la semaine prochaine ? On écoute. Voilà, dernièrement, on a eu la rivière atmosphérique ici avec les inondations, on a eu le dôme de chaleur avec les 50 degrés
le réchauffement climatique, c'est une réalité. Moi, je me dis que peut-être, est-ce que c'est la bonne solution que de se dire qu'on peut sauter dans un avion et aller à l'autre bout du monde comme ça? Est-ce que je suis pas est-ce que c'est pas contre-productif que de se dire que je vis dans un bel environnement comme ça et qu'en final, je suis juste je contribue juste à le faire, à faire qu'il se détériore. Ce qui est sûr, c'est qu'avec mes enfants ici, on apprend beaucoup sur la nature, on apprend beaucoup à vivre avec la nature. Quand on peut pas aller au travail parce que la nature, elle prend ses droits. On vit avec la nature, quoi. Et, donc peut-être qu'on se posera d'autres questions, je sais pas encore. On est constamment en réflexion. N'oubliez pas que si cet épisode vous a plu, faites-le savoir, ça nous aide énormément et ça peut rendre service à des gens qui seraient intéressés par notre contenu. Alors abonnez-vous sur la plateforme que vous utilisez là tout de suite pour nous écouter. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant French Expat, on est à peu près partout, Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram en tête. Et envoyez cet épisode à quelqu'un à qui vous voulez du bien. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une excellente fin de semaine et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire.